ni Toussaint ni Fouché ne sont des messies. Ah mince! Donc, pour moi, c'est l'idée effectivement d'une époque héroïque. Voilà. Donc, on est dans une époque héroïque. Il est temps de vous réveiller, en fait, et d'assumer vos choix, en fait. Si on veut que ça s'arrête demain, ça s'arrête demain. Ok. Donc, ma position, Jean-François, peut-être. Non, Je pense que la force du collectif est essentielle. Hein. Je l'ai vécu par un certain nombre de passages que ce soit du côté sportif ou du côté universitaire. C'est toujours dans ces moments-là qu'on arrive à réunir à un moment donné par une parole proche et qui ne soit pas une parole d'affrontement. Mais là, Louis en a reparlé sur le moyen de petit à petit grimper en confiance locale avec des gens qui permettent de réunir de plus en plus de monde. On voit que cette difficulté-là va être grande parce que la stabilité des groupes va être intense de la crise. Et si vous avez des gens qui ont du mal à se nourrir et à nourrir leurs enfants, on va avoir des aspects en métropole difficiles dans les semaines et les mois qui viennent. Donc cet aspect-là, en amont, on doit permettre de l'adresser. Et puis, on est dans une époque héroïque, peut-être. Je pense qu'on rentre dans une époque tragique, mais comme le disait Homer, les tragédies sont inventées pour que les musiciens puissent chanter et que les poètes puissent écrire. Et donc, si on est dans cette fable de réunir ceux qui réfléchissent, reculent, pensent, proposent, et c'est en ce sens me semble-t-il, qu'il faut faire unité et qu'il faut progressivement aller vers ceux qui vont être les plus démunis dans un horizon extraordinairement proche. Hein. Et c'est par là que petit à petit, on va peut-être reconstruire un groupe qui permettra à un moment donné de dire arrêtons. On entend dans un certain nombre de groupes de l'élite au pouvoir une grande inquiétude et une capacité à remettre en question en ce moment même la puissance de l'argument sanitaire parce qu'il n'est plus construit, parce qu'il n'est plus crédible, parce qu'on se dit que la capacité de vivre avec n'est plus démontrée maintenant par ces mesures encore plus drastiques et puis surtout ces tours de vis. Comment peut-on, à un moment donné, ce qui a été employé pendant tout le mois de septembre et le mois d'octobre, cette idée de vivre dans un monde de clous pour recevoir les marteaux et de vis pour recevoir le tour de vis que nous administre un maître d'école le doigt tendu, on a du mal quand même, hein, une fois de plus, à se faire en tant qu'adulte à ce discours totalement imprévoyant par ailleurs. Regroupement, cette idée de pouvoir aller vers les plus faibles et les plus marqués d'entre nous et reconstruire à partir de là me paraît essentiel dans un horizon très proche. Vraiment, je le vis comme un hiver qui va être à la hauteur de ce que l'hiver de 54, par sa rudesse des climatiques, avait créé finalement comme sursaut. Là, on va avoir un hiver qui va être long et dont on doit sortir par le haut. On va peut-être voir alors ce que ça veut dire vraiment la solidarité à ce niveau-là. Ouais. Bon, je rebondis sur ce que dit Jean-François. Je n'ai pas forcément exactement la même image, mais ça ressemble. C'est que pour moi, la résistance n'est pas l'idée d'essayer de faire basculer le pouvoir, n'est pas l'idée d'essayer de le détrôner, n'est pas d'essayer d'aller contre. La résistance, c'est de tenir. Tenir, ça veut dire faire pack dans une équipe de rugby. Ça veut dire se serrer les coudes, en fait, être ensemble, individuer, c'est-à-dire aucun des membres de l'équipe n'est le même. Ils ont tous des postes différents, il y a un petit, un grand, un gros, un faible, etc. Donc s'individuer, c'est-à-dire prendre son rôle, en fait, et chacun à sa mesure de statistiques épidémiologiques, à sa mesure de discuter avec un maître d'école, etc., et de faire pack, et de tenir face à ce déferlement, à ce que j'ai appelé déferlement totalitaire, qui n'a qu'un temps. Qui n'a qu'un temps et qui va s'arrêter puisqu'il n'est pas viable. Parce que ce n'est pas un système qui peut tenir. Et pour moi, ça rappelle le final des opéras ou le final des grands concerts.
de symphonie ou choses comme ça, où le final, c'est l'apothéose, c'est-à-dire vous avez tous les flonflons, les cymbales qui jouent ensemble, il y a tellement de bruit que vous êtes assourdi, vous ne comprenez plus rien, même à la mélodie elle-même, parfois elle peut être dissonante parce que les différents moments du morceau sont repris tous, etc. Et il reste toujours les 5 petites notes du morceau, les 5 notes clés qui fondent le morceau, qui sont jouées par la flûte traversière, un instrument doux que vous n'entendez même plus. Et puis il y a un moment où le chef d'orchestre fait et ça s'arrête. L'apothéose s'arrête et il reste les 5 dernières notes du morceau qui sont reprises et qui donnent tous les possibles qui viendront après. La résistance, dont je pense faire partie, c'est les 5 notes de ce morceau-là. D'ailleurs, il n'est même pas question de faire beaucoup de bruit, il n'est pas question de convaincre tout le monde. Il est question d'être une arche de Noé dans laquelle monteront ceux qui voudront bien monter. Les autres seront emportés comme des fétus de paille dans le déferlement totalitaire. Leur croyance dans le masque, dans le confinement, dans la sécurité, dans une société qui en fait n'admet pas la vie, n'admet pas que surviennent des choses, ne peut pas tenir. Donc il y a un choix, une bifurcation entre une société transhumaniste, néolibérale, techno-sanitaire, vous lui donnez les noms que vous voulez, qui chercherait à ce qu'il n'y ait aucun risque et qu'il ne survienne rien, que tous les virus soient contrôlés de A jusqu'à Z. Cette société-là est une illusion, est une aporie, on dit dans l'argumentation grecque, c'est-à-dire qu'elle tourne en boucle sur elle-même, en fait, jusqu'à ce qu'elle tombe. Puis de l'autre côté, vous avez une autre proposition qui est celle d'être vivant avec le risque que cela comporte, en fait, et d'être ensemble, et en lien, à la fois individué verticalement et à la fois en lien collectivement. Et voilà, après, choisissez votre camp. Oui, ça voudrait dire qu'en fait, parce qu'on a peur de mourir, on oublierait de vivre, donc ça serait quand même vraiment dommage. Et moi, j'aimerais bien… Composé, par cette crise, c'est sur ce qu'est la maladie, ce qu'est la santé, ce qu'est la mort. C'est pour ça que Réinfo Covid va se déplier en Réinfo Santé. C'est l'étape d'après. Le Covid n'est qu'un prétexte, en fait, pour ensuite aller discuter de la santé, de l'immunité, de l'activité physique, du lien, de tout ce que ces choses-là nous apportent, en fait, plutôt que d'attendre une remédiation externe qui, en plus, est mercantilisée de manière étonnante. Donc, finalement, le problème est la solution, on dit en permaculture. La crise survient pour une bonne raison, c'est qu'elle est nécessaire à ce qu'il y ait une résolution. Alors, cette crise-là survient et ne fait que nous montrer d'autres crises qui étaient déjà là. Vous saviez déjà que les médias vous mentaient. Vous saviez déjà que vos politiques n'étaient pas très claires vis-à-vis du pouvoir et de l'argent. Vous saviez déjà que les médecins avaient perdu une partie de leur capacité à comprendre de manière holistique, on va dire, le concept de santé. Vous saviez déjà que les chercheurs trichaient pour avoir une épreuve de titre, pour devenir professeur, pour avoir de l'impact. Vous saviez, voilà, tout ça était déjà su. Vous saviez déjà que cette économie en flux tendu, en prédation sur le monde d'un côté, et essayant de maximiser la rotation de capital en vue de maximisation du profit, n'était pas quelque chose de tenable dans le temps et était basé sur des inégalités sociales de plus en plus criantes. Ces inégalités sociales, Jean-François l'a dit, elles vont apparaître au grand jour, et c'est déjà le cas. Si vous regardez dans les rues ou sur le périphérique parisien, je suis venu à Paris il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu le long du périphérique parisien une scène qui, pour moi, je n'avais jamais vue de toute mon enfance, en fait. C'est-à-dire des camps de Roms et de migrants tout le long du périphérique nord, aux portes de Paris, des gens vivant dans l'indigence la plus criante, avec, par contre, une société parisienne vivant en bourgeoisie et confortable. Il n'y a pas de connotation politique là-dedans. Je dis juste, d'un coup, le hiatus devient tellement fort que ça ne va pas. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas tenable dans la durée. Tout à fait. Est-ce que justement, dans cette ouverture de piste, j'ajouterais sur cet élément extrêmement fort qui est celui justement qui a justifié par cette société parisienne l'importance du confinement, ce maintien d'une situation très équilibrée pour eux, continuer de nourrir Paris, d'alimenter Paris, d'amener à Paris tout ce qui leur permettait d'être dans une situation finalement où on peut confiner tranquille et on ne se rend pas compte du désastre économique qu'on est en train de créer. Ce triangle-là entre le scientifique, celui du conseil scientifique, le politique et le médiatique parisien, seulement parisien, sur quelques kilomètres carrés, ça s'est joué, a entraîné la France dans une des plus grandes catastrophes sociales, économiques et sociétales qu'elle aura connues sur les 2 derniers siècles, et on va avoir des impacts qui sont majeurs. Et l'autre opposition qui est très largement et très correctement soulignée par Louis, c'est celle de cette opposition entre une vision techniciste face à la maladie et la vision évolutionniste
qui est en train actuellement de se trouver marqué par la vitesse de réalisation du vaccin. On nous a dit le confinement, c'est finalement une méthode dans laquelle on va pouvoir patienter, attendre qu'une solution thérapeutique. Bon, il n'y a pas de thérapeutique qui permette d'établir de façon très claire une quelconque réalité antivirale, mais de l'autre, ça a été celle de la prévention par la vaccination. Et donc, les nouvelles, quand elles sont arrivées par Pfizer et Moderna, qui ont au passage extraordinairement actionné le levier capitalistique des dirigeants de ces entreprises qui ont vendu à tour de bras immédiatement leurs actions. On voit bien là encore le timing et la réalisation derrière qui ont un intérêt, on parlait de conflit d'intérêts au tout début, qui ont eu un intérêt immédiat pour les responsables, mais tant mieux si le vaccin fonctionne et qu'il aboutit à quelque chose. La question derrière, c'est quel est l'impact sociétal qu'on va devoir payer au profit d'une vaccination qui concernera finalement, on ne sait pas à quelle efficacité on va avoir face, à quel effet secondaire de long terme on va devoir se confronter. On ne va pas savoir si les personnes cibles les plus importantes, les personnes âgées, les personnes sédentaires, obèses et cardiovasculaires, vont être correctement protégées, si leur éviter. Et en face de ça, on a une thérapie toute simple, dont on nous prive actuellement et dont on sait pour autant qu'elle va augmenter de façon extraordinairement importante la défense immunitaire, c'est simplement l'activité physique dont parlait Louis. Donc l'activité physique ou sportive, c'est celle-là qu'on doit faire actuellement de façon démultipliée parce que c'est celle-là qui nous donne les capacités de réponse à un virus, une fois de plus, qui est nouveau, auquel notre organisme doit se confronter, s'adapter. Mais si on lui donne ces capacités-là, et Dieu sait si depuis 10 ans et 15 ans même, on a tenté de faire s'ouvrir les programmes de prévention sanitaire en France sur ce sujet, c'est un des points sur lequel on a là une des grandes clés, et c'est l'inverse. On nous propose, on nous dit, cessez tout mouvement, restez chez vous, restez dans vos canapés. Alors, ils ont un peu évolué sur le deuxième confinement, mais l'idée même reste celle de refuser toute confrontation avec le vivant. C'est une erreur majeure. Merci beaucoup à tous les deux. Et